Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est le podcast où on discute de sport de force, de musculation, de santé, de bien-être. Aujourd'hui, le thème du jour sur le podcast Next Physique va être accompagné d'un invité. Et le thème du jour, ça va être la méthode, le pilier de progression en force ou développement physique qui est oublié. C'est le truc qui est oublié et qui apporte pourtant tellement de résultats, qui est tellement à la base des résultats. Et pourtant aujourd'hui, c'est oublié, c'est mis de côté. Et c'est dommage, c'est bien dommage parce que c'est ce qui va vous amener un changement physique important ou tout simplement une progression en force sur vos exercices, vos performances, qui va être majeure. Je vais vous donner l'exemple aujourd'hui de Pierre qui sera accompagné avec moi pour parler de tout ça et on va parler surtout de la notion de surcharge progressive. Qu'est-ce que c'est que la surcharge progressive ? J'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube, je vais faire un récap ici, mais si vous êtes actuellement en train de regarder sur YouTube, je vous invite à aller voir cette vidéo qui va énormément vous aider. L'idée principale derrière la surcharge progressive, ça va être d'augmenter votre stress musculaire au fur et à mesure du temps. En augmentant votre stress musculaire, vous allez augmenter le recrutement, en l'occurrence sur ce muscle, et donc augmenter ses capacités sur le terme. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez augmenter vos capacités de travail, vous allez pouvoir travailler sur du plus lourd et donc être plus fort. En gros, une surcharge progressive, ça va être l'idée d'augmenter vos capacités au fur et à mesure du temps pour que vos muscles puissent au mieux encaisser ceci chaque semaine et être à même de revenir sur les semaines suivantes. Par exemple, vous pouvez très bien progresser sur un squat de 10 répétitions de base, d'accord ? Donc on progresse à 10 répétitions sur son squat et à chaque fois on va augmenter la charge. On passe d'un squat à 10 kg, bon 10 kg voilà c'est un exemple, puis ensuite 12 kg, puis 14 kg sur son squat, puis 16 kg, etc. Vous avez ainsi implémenté une surcharge progressive, augmenté vos capacités au fur et à mesure sur le squat en question. Tout ça, ça passe par différentes méthodes de progression, des progressions linéaires, etc. On ne va pas rentrer en détail là-dessus. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se concentrer sur l'augmentation de ses performances sur le terme. Et sur le terme, ça veut dire augmenter, si possible, toutes les semaines. Dès que possible, augmenter chacune de ses capacités tout le temps. C'est ce qui devrait être mis en place dans votre cas et qui vous permettrait d'obtenir beaucoup de résultats. Maintenant, si les résultats, etc., physiques ou en performance importe vraiment trop peu pour vous, ce podcast n'est pas fait pour vous. Ce podcast est fait pour les personnes qui gagnent, les personnes qui souhaitent augmenter leur capacité, qui souhaitent être meilleures. Si vous ne souhaitez pas être meilleur, vous n'êtes pas au bon endroit. Sans plus attendre, j'invite Pierre pour parler de cette notion. Avec lui, Pierre va nous parler de sa chevauchée fantastique. Pierre a connu une énorme progression sur les 6 derniers mois et il va pouvoir en témoigner aujourd'hui. Moi personnellement, j'avais déjà témoigné là-dessus sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo plus ancienne d'il y a 1 an et demi où je vous parlais de tout ça, 1 an et demi, 2 ans, qui a démarré le concept Next Physique et justement je vous expliquais tout ça à l'intérieur. Mais maintenant ça fait un petit moment donc on va reprendre un exemple plus frais. Pierre aujourd'hui. On est parti avec Pierre. Pierre qui est avec moi du coup directement à l'écoute, que j'invite à se présenter. Yes, hello à tous. Donc moi c'est Pierre. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout, vous pouvez me connaître sous le nom de Fit Cooking Stone. Et du coup, je vais interagir avec Julien sur un sujet aujourd'hui pour lequel il m'a invité. Donc je suis ravi de pouvoir lui répondre. Ravi aussi. Donc du coup ce sujet aujourd'hui c'est la surcharge progressive. Ce sujet du coup je l'ai introduit juste avant Pierre, je l'ai présenté directement aux auditeurs. Et aujourd'hui, j'aurais aimé que tu nous présentes ton expérience, que tu nous présentes comment ça s'est passé vis-à-vis de ce concept sur ta programmation à toi, que tu puisses relater de tout ça et que du coup les gens puissent potentiellement s'en inspirer parce que l'évolution est très sympa. Je vous la mets à l'écran juste maintenant. Et du coup Pierre, quel pratiquant es-tu ? Qui es-tu ? Qui est-ce qu'il y a derrière ce physique qu'on peut voir à l'écran ?
Alors, derrière le physique, déjà, il y a moi. Pour me présenter déjà en deux, trois mots, moi, je bosse dans une start-up française à Barcelone. Et en fait, j'ai un boulot très sédentaire. Donc, je suis assis derrière un écran et la journée, je fais pas grand-chose. Donc, j'essaie de prendre pas mal de temps un petit peu pour marcher, faire ce genre de choses. Et en fait, je suis Ouais. pratiquant de musculation depuis au moins 3 ans. Et ça fait 6 mois que je suis suivi par Julien, plus de 6 mois maintenant. Je pense que ça va continuer un moment encore parce que justement l'évolution, elle est quand même assez sympa. Moi, à la base, c'est vrai que j'ai pris ce coaching et du coup pour amener sur cette surcharge progressive, ouvrir les yeux en fait sur ma pratique de musculation que j'avais jusqu'à présent, qui était justement pas forcément la bonne. Et depuis ce qu'on a mis en place avec Julien, c'est quand même super cool. Et je pense que ce point clé de la surcharge progressive est très très important et c'est ce qui me manquait jusqu'à présent pendant mes 3 ans de musculation de mon côté tout seul. Et du coup, je remercie Julien d'avoir mis en place pour moi. Ouais. Ok, ça marche. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? C'est quoi tes petits lifts en place, etc. Alors moi, j'ai un entraînement, on est parti sur une base de 5 entraînements semaine, 5 à 6, ça dépend de mes disponibilités. Donc en fonction, s'il y en a 5, c'est quand même des séances avec un assez gros volume, donc des séances qui me durent un petit peu plus d'1 heure, avec des gros lifts que j'apprécie, comme des squats, des soulevés de terre, jambes tendues, et ce genre de bail avec des Boolean split squats en déficit qu'on apprécie. Et c'est bien agréable. Moi, j'adore ça. Et puis, c'est vrai que les perfs, je les ai vus augmenter là, depuis 6 mois, Ouais. avec des charges bien plus élevées et surtout des exécutions beaucoup plus propres, chose qu'on essaie de bien s'appliquer à mettre en place avec Julien, justement, avec toi, pour qu'on ait les meilleures amplitudes et les meilleures charges possibles, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bon, en somme, tu fais énormément de lifts majeurs, t'en fais beaucoup, t'as un 5 fois par semaine. En termes de niveau, Pierre, il est à un niveau intermédiaire. Peut-être qu'avant de démarrer le coaching, il s'imaginait être à un niveau avancé, pas du tout. Il a une grosse marge de progression devant lui. Il était, quand je l'ai récupéré au début de coaching, il était un seuil intermédiaire. Beaucoup de personnes s'imaginent en général avancer quand ils démarrent un suivi, mais ne le sont pas du tout. Et Pierre, du coup, a pu s'en rendre compte qu'il a, Ouais, qu'il a, clairement. qu'il a encore une marge de progression. Et Pierre, il n'a pas 18 ans. Hein. T'as quel Non. âge, Pierre? Alors, moi, j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans cette année. Ouais. Donc ouais, non, la marge de progression ne s'arrête pas à un certain âge, Non. j'imagine. Et en Non, effet, elle comme tu dis, ralentit, mais elle est quand même importante ouais, encore à ton âge. en effet, comme tu dis, je pensais en effet être un petit peu avancé en termes de musculation avant de te connaître, en tout cas avant d'être coaché. Et je Ouais. me rends compte qu'en fait, pas du tout. Il y a énormément de choses que j'apprends encore et que j'espère apprendre encore plus tard. Sur des exécutions, sur des techniques, ouais, c'est assez incroyable et je pense que je suis loin d'avoir la progression complète qui sera sûrement plus lente avec mon âge, mais Ouais. on peut le voir avec la transformation qu'en 6 mois on fait pas du travail dégueulasse quand même. C'est ça. En fait, la plupart des gens s'imaginent soit qu'à cet âge-là, ils sont bloqués, soit il n'y a plus de possibilités, mais en réalité, il y a encore vraiment beaucoup de possibilités, même au-delà de 40 ans. J'avais coaché quelqu'un qui s'appelait Christophe, qui a fait une énorme transformation aussi avec moi un an plus tôt. Et lui, pareil, il est sur la dizaine supérieure. Et il a fait un truc de ouf, hein. Il est presque à 90 kilos à l'époque de muscle, c'était un beau bébé. Et dans l'idée, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau, on ne peut pas trop se focaliser là-dessus. Il y a encore une marge de progression. Et donc du coup, concernant toute cette évolution, qu'est-ce qu'il y a derrière en chiffres? Sur la période, Pierre a pris du poids, mais il a pris du poids très proprement. Son pourcentage de masse graisseuse a très très peu évolué. Il reste encore très clean, à peu près entre 11 et 12% de masse graisseuse, ce qui n'est pas énorme du tout. Ce qui laisse du coup un seuil de progression encore énorme. Pour indication, un seuil masculin de masse graisseuse idéal pour progresser,
Au niveau hormonal, c'est à peu près entre 9-10%, voire 11% pour certaines personnes, et 15 à 16% maximum de masse graisseuse. Donc en gros, Pierre, il est encore vraiment au début de la tranche. Donc il a encore vraiment une marge à ce niveau-là. Il peut faire un peu des conneries, mais on va éviter. Mais il a de la marge de manœuvre, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il a en termes de résultats physiques? Il a pris 2 cm de tour de biceps, il a pris 9 cm de pec dos, c'est vraiment la zone de progression, c'est impressionnant le back pose. Vraiment, tu as un dos magnifique en plus, la pose elle est folle, vraiment elle est folle. 4 cm de tour de cuisse et 1 cm de tour de mollet. Les jambes ont bien bossé, c'est là où on peut vraiment noter les chiffres qui peuvent paraître les plus énormes parce que les jambes ont eu un sacré travail qui ont été mis en place. Je pense que tu as pas mal souffert quand même sur la période. Tu as notamment voulu, hein, mais c'était ton choix d'avoir ça et d'avoir notamment un lower, donc un jour où il fait uniquement le bas du corps. C'est pas un truc que je fais très souvent en tant que coach. Je recommande relativement beaucoup le full body. Pierre souhaitait garder un jour de jambes, et comme quoi on peut très bien fonctionner sous ce système-là et bien progresser. Mais du coup, c'est un jour qui est taxant et derrière, tu as un repos en général. Ouais, en général, il y a un repos le lendemain avant d'attaquer la semaine. C'est ma dernière séance. Je finis par la séance jambes. Ouais, c'est un souhait perso de vouloir prendre des jambes. Je trouve qu'un physique est beaucoup plus homogène avec des jambes. Ouais. Et puis c'est un muscle que j'aime travailler. Je prends plaisir à le travailler malgré qu'on souffre. Hein. J'ai une drôle de relation avec les squats et les Bulgarian split squats de haine amour, hein, un peu bizarre. La même. Donc je les haïs avant de commencer, puis je les aime après avoir terminé. Donc c'est un petit peu bizarre, mais ça me plaît bien. Donc voilà, là-dessus, c'est plutôt cool. Je peux totalement dire la même chose. Et c'est exactement pareil. Tu appréhendes presque d'arriver et de pousser la charge. Tu la mets sur ton dos, tu as l'impression d'avoir un camion sur toi. Et tu termines le truc avec un PR et tu te dis, bon, ok, hein, ça c'est pas mal. Exactement, ouais, c'est vraiment tout à fait ça. Puis fierté du travail accompli du coup. Donc c'est encore plus double dose de bonheur, quoi. Ouais, je sais plus si tu as une montre ou pas, mais à mon avis, ta dépense la plus importante, c'est vraiment ce jour de lower. Quoique, il y a un jour de la semaine qui est assez solide aussi, en milieu de semaine. En fait, c'est assez bien dispersé sur la semaine. Je suis pas sûr que le jour de lower soit le plus vénère. C'est vrai, parce qu'il est plus le même qu'au début. Quand on a démarré le coaching, il était plus taxant, puis on l'a un petit peu lissé plus intelligemment, c'est-à-dire que maintenant, tu fais beaucoup plus d'isolation sur ce jour de lower. Avec notamment pas mal de séries d'ischio-jambier. Et du coup, je pense que c'est plus équilibré maintenant. Ouais. On a pas mal travaillé sur la semaine de training pour essayer d'espacer un petit peu des exercices qui pouvaient être en conflit d'un jour à l'autre, et même dans une seule et même séance. Je trouve qu'on a trouvé une bonne phase. Bon, malheureusement un petit peu chamboulé par ces histoires de confinement et de fermeture de salle. Parce que du coup, sinon, je précise que Pierre a pu continuer à s'entraîner par rapport à nous en France plus souvent que nous, quand même, en salle de sport. Plus que nous, je pense. Je suis pas sûr de ça. Les salles ont réouvert un petit peu plus tard, à la fin du premier confinement. Mais depuis, elles ont fermé 4 semaines, et encore, c'était 2 semaines en août, je crois, et 2 semaines en novembre. Depuis, c'est ça. J'ai pu m'entraîner jusqu'à il y a une semaine. La semaine dernière, elles ont à nouveau fermé. Ouais. Pierre s'entraîne à Barcelone, là où il habite, et dans une salle très bondée, donc c'est une programmation quand même, on réfléchit à tout l'agencement de la salle pour qu'il puisse faire un volume intéressant sur ses séances, et il s'entraîne du coup 5 fois par semaine. En cette idée, sur ses séances, il a du squat, il fait du squat une fois par semaine, il a pris 55 kg sur son 12 RM, donc c'est son max à 12 reps, sur son squat, et il travaille aussi à côté. Donc là, je vais vous donner les lifts majeurs sur lesquels vous pouvez potentiellement prendre référence: squat, RDL, et un RDL qui est celui qui a vraiment la progression la plus impressionnante, de 78 kg sur son 10 RM. Mais alors, je pense que c'est aussi parce que tu faisais pas de RDL avant. Ouais, tout à fait. Ouais. Le RDL, c'est un des exos que je faisais jamais. Peut-être de peur de mal exécuter seul. Je partais sur des soulevés de terre classiques. Ouais.
Et c'est vrai que là, le fait de l'avoir découvert, en tout cas de l'avoir appris au fur et à mesure, donc en partant avec des charges franchement légères au début, en tout cas, entre guillemets, pour bien cerner le mouvement et bien cerner l'exécution. Après, on en arrive à des charges un petit peu plus élevées et ça devient plus sympa. Et tu sais quoi, les charges étaient beaucoup plus faibles, mais j'ai relu cette semaine les notes et les messages qu'on a pu s'envoyer sur ces semaines-là. Tu avais relativement beaucoup de douleurs sur les ischio-jambiers dès le départ et de crampes, et tu n'arrivais pas à finir tes séries. Là, je me rappelle une des premières séances justement avec toi, où je me suis pris une crampe à la jambe droite à l'ischio. Alors, je le recommande à personne, hein, ça fait hyper mal. Ouais. Et je le souhaite à personne. Et franchement, depuis, au final, j'ai juste baissé un petit peu les charges une fois parce que je me suis blessé en allant chercher la barre au sol la première fois. Mais depuis, après l'apprentissage régulier, on a pu incrémenter ça au fur et à mesure. Donc avec la technique de surcharge progressive justement. Ouais. Et aujourd'hui, on arrive à quelque chose de pas trop dégueu, en espérant avoir la bonne amplitude, etc., quoi. Ouais, c'est toujours une relation aussi avec ça. C'est-à-dire que quand on met en place une surcharge progressive, c'est bien de faire monter les chiffres, mais si l'amplitude elle vient à être dégradée, c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je démarre un suivi, je recommande à 200% de bien travailler sa technique d'exécution dès le départ pour que le mouvement soit optimisé et qu'il reste comme ça sur toute la phase de progression. Si au bout de 3 semaines, vous avez perdu la moitié du mouvement parce que vous faites un squat qui est beaucoup moins important, un RDL qui est moins important, ou alors que par exemple sur un développé couché, vous avez pu descendre jusqu'au pec, vous avez progressé en charge, oui, mais est-ce que vous avez autant progressé vraiment si c'était une amplitude égale? Pas forcément. Et des fois on se fait avoir là-dessus, c'est-à-dire qu'on retravaille un mouvement, on revient dessus, puis on se dit putain... Maintenant, l'amplitude, c'est peut-être plus autant qu'avant, donc on regarde un petit peu, on compare, et des fois ça arrive que ça soit plus le cas. Ou alors on vient ajouter une triche parce qu'on n'arrive plus à subir la charge, du coup on vient tricher un petit peu pour favoriser le mouvement, et du coup on passe le PR, mais est-ce qu'en réalité on l'aurait passé si c'était strict? Pas forcément. Et en l'occurrence, on a la petite expérience récente, c'est pour ça que je parle de ça, Pierre, avec l'heroing à l'halter, où Pierre galérait un petit peu, mais ça se corrige là en ce moment, ça se corrige, mais tu as eu justement ça en expérience récemment. Ouais, c'est ça. En fait, sur l'exercice, sur les 2 rowing qui sont dans mon coaching, à savoir un rowing haut et un rowing classique, j'avais tendance à venir, j'essaie de le corriger, donc on a baissé un petit peu les charges, à venir m'aider en fait de la partie basse de mon corps, donc des jambes, en donnant une espèce d'à-coup en fait pour remonter l'haltère, et en plus de ne pas avoir l'amplitude complète avec l'haltère qui remontait pas suffisamment. Donc forcément là, sur 2-3 semaines, on a pu incrémenter. Je continuais à avoir cette espèce d'incrémentation logique des poids, de la charge, mais au final, elle était un petit peu cheatée du coup par ce mouvement-là. Donc on a rabaissé les charges, rabaissé le nombre de reps aussi pour essayer d'atteindre justement un mouvement très clean avec l'haltère qui remonte complètement et ce mouvement de jambes, de genoux qui vient m'assister. On essaie de le gommer un petit peu. Ouais. Ça, je l'ai vu et j'ai capté tout de suite. C'est quand j'ai vu que la charge se rapprochait quand même relativement très vite de mon niveau à moi, je me suis dit, bon, ok, Pierre, il a quand même un dos qui est énorme, mais faut pas abuser non plus. Doucement, on va pas rattraper le coach tout de suite. Mais je pense que ça ne serait tardé vraiment. Si tu continues à progresser aussi vite sur ton dos, ton bûcheron, tu seras obligé de travailler à la barre, tu pourras plus travailler à l'haltère, c'est sûr. Mais c'est un truc que je vois souvent en suivi ou même en dehors. Beaucoup de personnes... Alors déjà, suivre un principe de surcharge progressive, c'est rare. Mais écoute, beaucoup de personnes s'imaginent avoir une perf alors que pas forcément. Et la plupart du temps, en fait, quand je prends quelqu'un en suivi, quand je prends quelqu'un en suivi, c'est tout le temps comme ça, je vous fais remplir une fiche de renseignement. À l'intérieur, je vous demande vos perfs. Et quand je vous demande de les travailler, quand je regarde les exécutions, je sais très bien que ces perfs, les 3/4 du temps, elles sont pas passées correctement, elles étaient fausses. On a tendance à surestimer ses capacités, à vouloir les surestimer pour son ego, mais ça rapporte pas forcément derrière. Donc oui, surcharge progressive,
mais quand même avec des principes intelligents derrière. Donc Pierre a vu une belle progression physique, mais aussi en termes de performance sur tous ces lifts, épaules, dos, pecs. Ils ont tous énormément progressé, des lifts que tu travaillais déjà aussi, j'imagine, parce que là on a parlé de lifts que tu travaillais pas forcément. Mais je pense que les squats t'en faisais déjà, globalement. Yes. Les OHP peut-être. Ouais, également, je faisais surtout de l'EHP halter, Ouais. mais en bilatéral, tu sais, assis. Ouais. Donc pas grand chose à voir. Ouais. Et je faisais de temps en temps un petit peu d'OHP debout, mais pas avec, encore une fois, pas avec la même exécution. Je repense Ouais, à mes je pense squats que d'il y a ouais. quelques temps. Avant les coachings, mes squats n'avaient pas la même amplitude, surtout déjà pas la même charge. Et les OHP, c'est pareil. En fait, tous mes mouvements étaient un petit peu faussés. J'avais pas ce regard, entre guillemets, comme tu disais, au niveau d'un regard extérieur. Donc, forcément, on a tendance à vouloir se surestimer, à vouloir un petit peu valoriser son ego. On pense bien faire, et puis finalement, on a un petit peu de retard sur certains mouvements. Donc voilà. Ouais, je pense que l'OHP, c'est vraiment le mouvement où tu as eu le plus de travail. Là où il y a eu le plus d'amélioration en termes d'exécution, parce que tu avais un problème qui est relativement très courant. Faut pas croire que c'est propre à toi, mais c'est quelque chose que je vois mais tellement souvent en salle de sport. C'est des développés militaires, des OHP, qui s'arrêtent un petit peu au niveau de l'épaule, au-dessus, quoi. C'est-à-dire que le mouvement, il est au niveau d'un angle droit entre l'avant-bras et le biceps, et puis après le reste c'est au-dessus. Donc en vrai, il est divisé par deux. On fait un mouvement qui est relativement très court. Alors c'est un petit peu sympa pour les triceps, mais globalement ça reste une amplitude incomplète. Et la science a prouvé à de multiples reprises que de travailler en amplitude partielle versus travailler en amplitude complète va diviser vos résultats par 2, par 3 sur le long terme. C'est une question de long terme. Donc là, on est sur un coaching de 6 mois. C'est rentable sur une période aussi longue comme ça. C'est bien plus rentable. Et donc, du coup, il a pu en bénéficier à ce niveau-là. Mais de manière générale, ça vous permet de donner des repères aussi sur vos lifts. L'OHP, quand vous êtes en bas de votre amplitude, vous le savez, en général, vous êtes proche de votre buste. Vous ne pouvez pas descendre plus bas. Et vous savez garder une amplitude en général. Vous n'allez pas vous mettre à ralentir l'amplitude sur ce genre de lift. Tout simplement parce qu'une fois que vous l'avez, il n'y a pas de raison qui vous ferait arrêter plus haut le mouvement en fait. Du coup Pierre, c'est quoi tes lifts préférés parmi tous ces mouvements que tu peux faire dans la semaine? Alors, comme je te disais, le squat, ça reste mon best, hein, malgré la petite appréhension avant de commencer, avec la charge, comme tu disais, qui paraît lourde, etc. Le squat, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Après, comme tout pratiquant de musculation, le développé couché, c'est aussi un mouvement que je me trouve pas très puissant en plus au niveau des pecs, mais c'est aussi un mouvement que j'apprécie à réaliser. Qu'est-ce que tu fais comme perf au coucher? Là, la dernière charge que tu m'avais filée, je crois que j'étais à 85 sur une douzaine de reps. 87,5 j'avais mis, ouais. 87,5. Ouais. T'avais fait 10 reps, je crois. C'était le dernier, je t'avais mis un max, c'était la semaine d'arrêt. Ouais, ok, yes. Ça marche. Bah écoute, c'est pas si mal que ça, hein. T'es pas si loin du coach. Hein. Moi, personnellement, c'est un mouvement que... Excuse-moi. Moi, c'est un mouvement que je travaillais déjà et que je voyais pas d'amélioration en fait concrète. C'est vrai que j'avais un palier à 80 que j'arrivais pas à passer. Et quand je regarde un petit peu en arrière, je me rends compte que quand on a repris le coaching ensemble, il y avait des charges. Tu m'imposais via cette surcharge progressive des nombres de reps. Et je me rappelle galérer sous une barre à 75. Et aujourd'hui, je me rends compte que je déplace 87 et que je galère pas tant que ça, quoi. Donc c'est pas tant que ça. C'est bien, j'en apprends tous les jours. Ça marche, je vais te mettre un 100 kg à la rentrée. Sur la première, on va dire, sur la première série. Ouais. Quand tu vas revenir en salle, je vais te mettre un 100 kg, tu vas voir. Je vais rester coincé. Ouais. Non, je pense que tu pourrais faire une ou deux reps à 100 kg là. Mais bon, on va éviter de faire le débile. Ok, et dernier lift, du coup, tu mettrais quoi?
Dernier, c'est assez curieux. Bon, c'est encore un mouvement de jambe hein, parce que le dos, c'est pas malgré que mon dos se développe correctement, c'est pas le muscle que je préfère travailler. Mais encore un mouvement de jambe que je pensais pas apprécier autant, c'est les fentes arrière en déficit, Ah, qui sont quand même un mouvement bien sympa, qui sont mais bien dans le rouge niveau cardio et un peu chiant à installer au niveau du setup ouais, en fonction de bon, la il y a pire, disponibilité hein. des salles. Il y a pire, mais du coup, ouais, c'est ce mouvement-là que je ne connaissais pas du tout. Avant, je faisais des fentes marchées avec une Oui, haltère par main. ouais, Et en fait, ce mouvement-là est vraiment incroyable. En fait, un petit ouais. peu dur à cerner au début, donc j'avais des amplitudes qui étaient un petit peu limitées, les mouvements de cheville un peu parasites, ce genre de choses. Mais sinon, c'est un mouvement que j'apprécie travailler. Ouais. Ouais, les fentes arrière en déficit, c'est vraiment ma marque de fabrique. Je les mets très régulièrement, dans la mesure du possible, avec mes coachés. Et vraiment, c'est un mouvement que je recommande tellement, parce que déjà, vous allez pouvoir choisir votre flexion de cheville, vous allez pouvoir reculer votre cheville ou pas, et choisir votre recrutement sur le mouvement, quadriceps ou plus de fessiers. Vous allez pouvoir du coup appliquer un déficit, et ça, c'est un truc qu'on n'a pas sur les fentes marchées. Même si les fentes marchées, c'est globalement sympa, ça reste des fentes, ben, le genou, une fois qu'il est au sol, il est au sol. Donc déjà, on coupe le mouvement, et d'autant plus que l'amplitude, ben, elle est beaucoup plus petite. Et le truc de la fente arrière en déficit, c'est qu'il faut l'apprendre. Il faut le prendre le temps d'apprendre le mouvement. Donc effectivement, au début, c'est un petit peu relou parce qu'il faut l'apprendre. On n'est pas bon, on n'est pas équilibré, on n'est pas puissant. Et du coup, on n'a pas trop envie de le faire forcément. Mais une fois qu'on a la maîtrise du mouvement, qu'on est plus équilibré, les charges qu'on les fait monter, alors là, c'est extrêmement rentable. On est sur des grandes amplitudes, et d'où l'intérêt de travailler justement avec un déficit. Ça marche avec un hip thrust, tout ça. C'est sûr qu'installer un déficit, c'est toujours chiant. Quand on met un step sur le hip thrust, c'est encore pire. Euh, mais c'est très rentable. Et tu le fais sur les fentes arrière, mais tu le fais pas sur les Bulgarian Split Squat. Du coup, Pierre, quelles seraient pour toi les 3 leçons que tu peux retirer de cette progression? Alors pour moi, au niveau de cette progression qu'on a mis en place, il y a la toute première au final qui rentre en ligne de compte, c'est l'exécution. Pour moi, c'est vraiment le point clé en fait. Au final, on se rend compte que l'ego, en fait, on s'en fout, que les autres dans la salle s'en foutent également de tes charges. Tellement. Et au pire, même s'ils en ont quelque chose à foutre, c'est que à la limite, tu fais parler de toi, donc c'est même mieux comme ça. Mais moi, je pars du principe que je vais m'entraîner pour moi, pas pour les autres. Donc le fait de baisser de 10 kilos, tant pis. Ça va me foutre un petit coup au moral parce que je me disais, bah, je poussais mieux avant. Mais c'est pas grave. Je préfère pousser mieux que plus. Donc, ouais, premier, exécution. Deuxième leçon de cette évolution, je dirais, c'est les charges qu'on peut faire monter limite de semaine en semaine en fonction des PR qu'on fait la semaine passée. Et puis des charges qui sont pas obligées de monter grandement. Je veux dire, là, moi, j'ai acheté, c'est un petit peu la crise en ce moment chez Decathlon, mais j'ai réussi à trouver 2 disques de 0,5 kg qui me C'est déjà permettent pas du coup mal. ouais, qui permettent du coup d'incrémenter petit à petit sur des mouvements, ce qui est toujours appréciable plutôt que de passer par je pense aux machines guidées et assistées dans les salles de sport où on n'a pas le choix et on est obligé de mettre un 25 de plus ou alors voire même 2,5 en fonction des charges. Ouais. Là, en coinçant un petit disque quelque part, c'est quand même bien plus intéressant de semaine en semaine. Et je dirais troisième leçon de ça, c'est l'évolution et surtout la prise en compte en fait de ces évolutions des charges et des répétitions. Je veux dire, avant, je m'entraînais pas, je notais jamais mes charges et mes nombres de reps, etc. C'était un petit peu au feeling. Et en fait, c'est vraiment pas la solution. C'est vraiment, je recommande pas du tout. Je recommande à tout le monde là maintenant de prendre un petit carnet ou son téléphone, de se Ouais. noter ses trainings. C'est franchement, ça change la vie. C'est savoir les reps qu'on faisait la semaine d'avant ou des choses comme ça. C'est juste un petit truc tout con. Je veux dire, quand sur ton temps de repos, tu as 10 secondes pour aller sur Insta, bah, tu as 10 secondes pour ouvrir
un tableur et noter, Oui. noter tes reps, quoi. Donc, Ouais. c'est quand même hyper appréciable de voir l'évolution de ce côté-là. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Puis ça te permet de le noter et d'observer ton évolution. Mais ça permet aussi de tenir des engagements par rapport à ton entraînement et de te dire, tiens, aujourd'hui, il faut que je fasse mieux que la semaine dernière, il faut que je tente de faire ça, etc. Je sais que j'ai déjà fait ça parce que je l'ai noté et donc du coup, je peux observer que si je fais ça, ça sera mieux et donc que j'aurai progressé sur le temps qui s'est passé. Mais ça marche dans toutes les situations, que vous soyez en salle de sport, à la maison, n'importe quand. Tenez un carnet, tenez des notes, ça va vous engager, ça va vous motiver à progresser. Même à la maison, ça marche pour des exos au poids de corps, ça marche pour des exos à l'élastique. Vous notez le nombre de répétitions que vous faites et vous faites progresser tout ça sur le long terme. Vous progressez sur votre première série, vous progressez sur plusieurs séries, qu'importe, notez-le, notez vos séries parce que à terme, ça va vous motiver et ça va vous permettre d'observer le changement et de relancer la boucle pour encore plus vous motiver derrière. Ça, c'est cool. Vraiment, quand on a tout noté et qu'on a les notes en plus qui sont restées des temps précédents, quand on les observe, qu'on les ouvre, on fait ah ouais. Et là, ça rend fier. Moi, quand je reprends les semaines passées et que je vois les charges, que je vois toute l'amélioration en fait qu'il y a eu, le chemin parcouru en fait, il est assez incroyable. Sachant que moi en plus je vais en parcourir encore du chemin parce que là moi j'ai commencé je crois avec toi Julien, j'étais à 70 kilos, quelque chose comme ça, non peut-être Pas un petit peu plus, loin. 72. Ouais, 71. J'ai plus la valeur en tête. Et là, aujourd'hui, je suis à 60. J'étais à 77 avant que les salles referment, donc j'espère pas trop rester en dessous, mais j'espère atteindre le fameux palier des 80. Et donc, du coup, de pouvoir voir aussi cette évolution sur moi physiquement, quoi. 80 en 2021. Ce serait top. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Pas le 80, c'est un petit palier sympa, ouais. Ouais. Je suis parti pour le palier des 100, moi. Non, j'ai on va éviter, je pense que je ferai 25% de l'obus. Ouais, non, là, je serais vraiment trop gras. On va éviter. Ok. Et donc, du coup, objectif futur, c'est ça. Pour toi, les objectifs prochains, ça se résume à un poids de corps à atteindre? Ouais, bah au moins, je me suis mis en tête. En fait, ce qui est marrant, c'est que à force de se voir évoluer, les objectifs évoluent aussi. Donc, ce qui est aussi appréciable, puisque on repousse nos limites. Moi, je me suis mis le palier à 80, et de plus en plus que je m'en rapproche, j'ai envie d'aller jusqu'à 85. Ouais, c'est ça. Donc forcément, c'est toujours plus gourmand. Moi, j'ai un autre objectif aussi, ce serait de réussir des muscle-up. Donc, comme Julien me le disait dans la semaine ou dans la semaine précédente, Ouais. selon lui, le niveau de mes tractions, mes pull-ups, il serait suffisant pour des muscle-up. Il faut maintenant apprendre la technique un peu particulière de la muscle-up. Donc c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas retenté, donc ça vaut peut-être le coup. Et puis après, il y a aussi forcément l'objectif des squats. Là, j'ai pas d'objectif de poids particulier, juste de déplacer des charges, quoi. J'avais ce palier de 100 à passer, là, il passe easy. Là, j'aimerais bien le palier des 120 qui devrait arriver bientôt, en fonction pareil, des salles, hein, parce que je suis pas suffisamment équipé pour pousser 120 kilos à la maison. Ouais. Malheureusement, hein, pas comme certains, hein, monsieur Poche. Et donc du coup, non, puis en plus, madame, elle veut pas une cage à squat dans la chambre d'amis, donc je vais pas pouvoir. Mais ouais, le palier des 120 en squat, il sera bien sympa à passer aussi. Ça fait des bonnes charges. Hein. À partir d'un moment, là, il faut un rack solide hein, parce que ça commence à être pas mal. Puis bon, 120, faut le dire, c'est pas pour une rep. Hein. S'il veut les passer, c'est pour une bonne série de 10. Ouais, Facile. Au moins 10, ouais. Ouais. Pour la première, 10-12 reps minimum. D'ailleurs, je rebondis là-dessus par rapport à l'ego un petit peu dans les salles de sport. Moi, dans ma salle de sport espagnole, bon, il y a bien sûr que des Espagnols, il y a quelques Français de temps en temps, mais surtout des Espagnols. Il y a un groupe de 3 powerlifters qui s'entraînent. Donc ça, c'est des mecs qui mettent 160, 180 kilos sur du back squat, des choses comme ça. Puis mais ils en font 3-4. Oui. Pareil sur des mouvements du soulevé de terre ou des mouvements de développé couché. Ils sont très puissants, mais sur peu de reps.
Ouais, et puis souvent, en avec fait, des on se bat genouillères. pour la cage. Ouais, avec des genouillères, ouais. Souvent, on se bat un petit peu pour la cage à squat parce que on la veut ensemble à peu près au même moment, on s'entraîne au même moment le soir. Donc, mais maintenant, on a tissé une petite amitié, donc du coup, on arrive à s'organiser sur la séance pour obtenir la cage. Et il y a une fois où justement, c'était sur ma dernière rep ma dernière série de squat. Et je les voyais derrière qui étaient ils étaient en train de s'échauffer depuis 5-10 minutes déjà, et puis je les voyais être prêts à prendre la barre. Et, euh, et du coup, je fais ma dernière série, je réussis à en tirer 10, alors qu'ils pensaient que j'en tirerais, je sais pas, 6 ou 7. Ouais. Et je pose la barre et je les vois tous un petit peu genre surpris. Je pars pour aller chercher le matos pour nettoyer la barre parce qu'ils nous imposent le nettoyage. Et en attendant que j'étais pas là, ils ont parlé à ma copine en lui disant que j'étais très fort. Et Ouais. venant de 3 mecs qui font du powerlifting, qui étaient surpris quand j'ai posé la barre, bah c'est quand même super sympa, quoi. Ouais. C'est un truc qui est écarté aussi, et on s'imagine que les surcharges progressives, c'est pour le power, la force, tout ça, mais derrière, c'est extrêmement rentable au niveau musculaire. Si vous êtes plus fort sur vos perfs, vous allez être aussi plus impressionnant physiquement, vous allez développer vos muscles, et à l'inverse, ça marche aussi. Si vous êtes plus musclé, vous poussez plus lourd. Et puis, ouais, c'est sûr. Et c'est surtout, voilà, c'est ça. Puis bon, tu fais 120 sur une bonne série de 10 facile, ça commence à être solide, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, et tu sais, je suis exactement dans le même cas avec mon squat. Alors, mon squat, j'ai eu une belle chevauchée, ça fait un petit moment maintenant. J'ai eu une chevauchée équivalente à la tienne il y a 3-4 ans. Je progressais j'étais à 100 kilos à l'époque déjà quand même, sur mon départ, sur une série de 10. Et vraiment, j'avais toutes les peines du monde à les passer. Et quand j'avais passé les 102,5 kilos, j'avais l'impression d'avoir je sais pas, d'être le champion du monde. Et après, derrière, j'ai fait une énorme chevauchée. Je suis monté très rapidement très rapidement, au bout de quelques mois, sur les 140 sur 14 reps. Et à cette époque-là, c'était incroyable, c'était une période géniale. Et bon, maintenant je progresse toujours, mais beaucoup moins vite qu'à cette période-là. Mais quand même, je garde toujours cette idée-là, ce squat. Vraiment, je kiffe le faire progresser avec des bonnes charges, même si aujourd'hui les jambes, c'est pas du tout une priorité pour moi physiquement. Ça fait quand même grave plaisir, quoi. T'as un squat qui est solide, il progresse et tout. Ça fait zizir, comme on dit. Et là aujourd'hui, aujourd'hui à cet après-midi, juste avant le podcast, j'ai passé 155 fois 8. Normalement je devais faire un 7, mais j'ai fait un 8, donc je dis pas non. Ça, c'est nice. Ça commence à faire un beau camion, et sans genouillère. Ça commence à faire une belle charge, ouais. Ouais, Et du coup, toi, juste, je rebondis là-dessus, quand je vois tes stories sur Insta avec tes charges, tu te fais jamais assister? Non, jamais assisté. J'aime pas me faire assister parce qu'en général, c'est pire que si j'avais pas été assisté. Déjà, pour trouver un spotter qui sait y faire, bon courage. Et ensuite, ça me dérange et j'arrive très facilement à jeter ma barre en arrière. C'est quelque chose dont je me suis habitué avec le CrossFit à l'époque, à jeter ma barre direct en arrière. Elle va pas tomber sur mon dos, tout simplement parce que je pars en avant et la barre elle tombe toute droite sur le sol et puis c'est tout, quoi. Après, je vais éviter quand même dans le garage. J'aimerais bien ne pas faire tomber la barre. Même si j'ai des tapis de sol, on sait jamais. mais voilà, j'hésite pas à lâcher la barre si je le sens pas. Là, je travaille au garage, donc je suis un peu plus attentif sur mes séries. Je sais que je travaille à 1 rep de l'échec, je suis pas en PLS total sur mes fins de rep, ce qui me permet à la fois aussi de bien récupérer sur les séances suivantes, parce que du coup je vais pas être totalement à l'échec à chaque fois, je vais me laisser un peu de réserve et je vais avoir de l'énergie pour revenir toute la semaine, parce que je m'entraîne 7 sur 7, et du coup je suis à même d'être toujours ok sur les charges que j'ai prévues, et je fais pas le fou non plus. Sur les charges que je prévois, je sais que je suis à la maison, je fais gaffe parce que si je me retrouve face à cette situation où je dois balancer la barre, franchement je crains rien du tout à balancer la barre en arrière, je l'ai fait des millions de fois dans ma vie, mais c'est surtout pour le sol que je fais attention. Mais ouais, non, pas de spotter, pas de genouillère, pas de ceinture lombaire, rien du tout. Je recommande pas spécialement d'ailleurs d'en avoir. Ceinture lombaire en général, déjà pour s'y habituer, ça va provoquer plus de désordre que l'inverse.
Ça peut être sympa pour vraiment des charges énormes autour du power, donc des répétitions qui sont courtes. Mais après, dans notre situation à nous on fait des répétitions longues, on s'entraîne pas sur du 3 reps ou moins. On maîtrise normalement la charge qu'on va pousser, sauf si, je sais pas, vous entraînez d'habitude en 12 reps, puis d'un seul coup vous voulez tenter un 5 RM. Ça peut être cohérent si vous savez gérer la ceinture, parce que savoir gérer une vraie ceinture, c'est pas facile. Mais si c'est pour vos séries de travail, aucun intérêt, justement, vous êtes là pour travailler. Donc pourquoi retirer un engagement abdominal intéressant qui vous permet de travailler vos abdos indirectement? Ce serait un petit peu dommage. C'est aussi ça que j'apprécie dans les 3 mouvements, je vais dire polyarticulaires qu'on a cités tout à l'heure, que je préfère. C'est vraiment le fait qu'on vienne vraiment contracter complètement les abdos, hein, pour être sur un déficit, une fente arrière en déficit, pareil, hein, s'il n'y a pas un gainage complet, la barre, soit tu te retrouves à devenir penché en avant et ça prend dans les lombaires, soit tu te retrouves désaxé. Les squats, n'en parlons pas. Et au final, pareil, on n'y pense pas, mais sur un développé couché, le pousser sur les abdos, pousser sur les fessiers, c'est quand même, et dans les quadris, ça permet d'être bien verrouillé dans la position, et c'est des mouvements assez incroyables qui travaillent justement indirectement les abdos, et c'est doublement appréciable. Ouais, clairement. Même les lombaires, de manière générale, hein, ils sont énormément recrutés en stabilité sur ces mouvements-là. Prends le squat par exemple, les gens s'imaginent pas à quel point les érecteurs spinaux, les lombaires, sont recrutés. C'est énorme. Et tu vas vite le sentir si tes lombaires sont fatigués et que tu tentes de squatter assez lourd. Exactement, ouais. Bah, ça, je l'ai déjà remarqué. Puis surtout que moi, en plus, anciennement, avant le coaching, je m'entraînais également avec une ceinture, hein, sur les squats. Chose que je fais plus, hein. Là, dernièrement, j'ai des bandes de coude que je mets de temps en temps sur mes genoux, sur les squats, parce que oui, je vieillis, donc j'ai des petites douleurs aux genoux qui apparaissent de temps en temps. Donc sur mes séries de squats, je mets de temps en temps ces petites bandes aux genoux, pour dire de les solliciter un petit peu moins. Mais sinon, c'est vrai que sur la ceinture, une fois qu'on a le mouvement, une fois qu'on concerne bien le gainage, qu'il soit lombaire ou abdominal, on est bon pour déplacer les charges, quoi. Ouais. Moi, ceinture de genoux, j'en utilise pas. J'ai plus de problème depuis un petit moment. Et étant donné, comme je l'ai dit juste avant, qu'on travaille en série assez longue, pas de problème, hein. On est assez fort pour pousser ces charges-là parce qu'on travaille justement sur un nombre de répétitions qui est beaucoup plus conséquent. Donc le problème ça apparaît pas trop. On verra plus tard quand j'aurai plus d'âge si effectivement ça réapparaît ou pas. Je suis quand même assez sujet à ce que ça puisse apparaître, donc on verra. On verra ce que l'avenir dira là-dessus. Ok, et du coup muscle up, facile, vraiment facile. Tu fais quand même des séries de traction lestées à presque 10 kg sur plus de 10 répétitions. On n'est pas trop mal. La muscle up en soi, si tu la travailles en force, donc déjà tu as plusieurs techniques. Si tu la travailles en façon crossfit, si tu passes juste des répétitions au poids de corps, quelques-unes, ça suffit, hein, largement. Et si tu veux vraiment la passer en force et que tu n'as pas la technique crossfit, mais il faut quand même un peu de technique pour la passer en force, si tu pousses déjà une série de tractions au-delà de 12, c'est bon, hein, tu peux en faire, hein, c'est sûr. En général, c'est pas la partie haute qui va poser problème, hein. La dips en haut. La dips en haut, c'est pas trop le problème. C'est vraiment en fait cette rotation de poignet et de coude qui pose problème. Après, comme tu le dis, là aujourd'hui je suis à un peu plus de 10 kilos, je crois que je suis à 12 kilos ou 13 kilos 75 sur la dernière répète, en traction sur des séries longues entre guillemets, sur du au moins 10 répètes, au moins sur la première. Alors que je m'entraînais toujours au poids de corps, hein, précédemment sur les tractions. C'est pas un mouvement que j'apprécie en soi, mais par plaisir personnel, j'aimerais réussir une muscle up. Idéalement le plus propre possible, donc pas en CrossFit. Donc, mais bon, ça, s'il faut passer par une technique CrossFit pour ensuite arriver sur une technique propre, c'est possible aussi, je crois. Je la passais, cette traction, cette muscle up, je la passais quand j'étais gymnaste. Donc tu l'as passé, tu as déjà fait.
Ouais, jusqu'à ce que j'arrête la gym, quoi. Donc, j'avais 15 ans encore quand j'arrivais à la passer. Donc c'est juste un petit retour, mais pareil, c'était une traction un petit peu comme on peut voir les gymnastes sur les abdos, quoi, sur les anneaux. C'est des tractions vraiment hyper propres, gainage complet. C'était aux anneaux. Sur les anneaux, c'était pas la plus propre, c'est la barre fixe que je faisais la propre, mais c'est pour voir, pour situer à tout le monde les mouvements qu'on peut voir aux anneaux avec des corps qui montent vraiment comme si ça avait l'air, comme s'il n'y avait pas de pesanteur en fait. Ouais, C'est ce genre de traction-là que j'aimerais reproduire. Ok, excuse-nous. Ça marche. Et tu sais ce qui se dit à l'inverse dans la discipline opposée, c'est que justement la street n'est pas propre. Parce que justement le fly est pas beau. Ouais. Et c'est ça. J'ai mademoiselle pour ça. Chacun son point de vue, hein. C'est vrai que mais c'est peut-être la déformation avec la gymnastique. Ouais, je pense que c'est ça, c'est sûr. Ok, ça marche Pierre. Écoute, merci pour ton témoignage. Si tu devais nous laisser sur une note pour les personnes qui écoutent et qui peut-être vont se mettre à réfléchir sérieusement à leur surcharge progressive et exploser sur l'année 2021, qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces personnes-là? Ouais, de foncer. Franchement, le seul bon conseil, c'est d'essayer et d'y prendre goût au final, parce que c'est pas grand chose à mettre en place. C'est un petit peu de rigueur, je l'avoue. D'être suivi, c'est encore mieux. Parce qu'il y a un coach qui s'occupe de tout. Mais en fait, c'est vraiment la clé. Au final, moi, je me rends compte que c'est vraiment une de mes clés de ma progression actuelle. Et après, ça fait pas tout, hein. Il y a quand même tout ce qu'il y a derrière, mais c'est quand même une des clés qui est très importante. Et je pense que n'importe qui, en tout cas, qui voit plus trop d'évolution, même si c'est quelqu'un qui est dans le même cas que moi, se pense un petit peu avancé, mais ne voit plus vraiment stagne un petit peu, ne voit plus vraiment d'amélioration. C'est peut-être un critère à prendre en compte et à mettre en place, quoi. Donc, ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que sur la période que tu avais avant le suivi, sur la belle période que tu as dû avoir avant, c'est que tu as progressé en faisant un petit peu voilà, les trucs que tu trouvais, ça marchait bien, tu as bien progressé. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, il n'y avait pas trop de programmation en place, bah tu as commencé à stagner, quoi. exactement. Ouais, c'était exactement ça. C'est pour ça que j'en suis venu au coaching avant tout. C'est que je voyais plus mon poids augmenter, je voyais plus mes charges monter, je voyais plus. C'était vraiment un petit peu un passage à vide pendant un moment. Et du coup, se faire aider, c'est toujours positif. Et au final, apprendre de nouvelles techniques l'est aussi. Donc c'est que du bonheur, quoi. Dis-moi, je suis un peu curieux. Tu faisais quel poids au départ quand tu as commencé en musculation? Oula, ça c'est une bonne question. En fait, moi, si tu veux, pour remettre un petit peu dans le contexte, moi je faisais beaucoup de gym, beaucoup de sport quand j'étais adolescent, enfant, adolescent, jusqu'à mes 15-16 ans, je dirais, où je faisais du sport minimum 3 fois par semaine. Puis on s'en rend même pas compte, mais quand tu es un enfant, on se dépense de fou. Après, j'ai eu une très mauvaise alimentation et plus du tout de sport pendant 5-6 ans, je dirais, un petit peu moins. Si, ça devait être ça, 5-6 ans. Donc j'ai beaucoup grossi, donc je suis passé je sais même plus le poids que je faisais quand je sortais de la gym, mais je suis passé par un 95 kilos. Ah oui. Donc quelques Je savais pas photos qui en ça. attestent. Donc c'était pas un moment très agréable. Après, il y a eu une rupture qui m'a amorcé en fait une perte de poids. Donc, je suis passé de 95 à 75 assez rapidement. Et puis, quand j'ai commencé à me remettre à manger correctement, je suis retombé à 65. Et quand j'ai commencé à muscu, j'étais à 68 kilos. Donc, du coup, j'ai commencé moi tout seul de 68. Ce chiffre-là, je me rappelle très bien parce que c'est quand j'ai commencé. 68 jusqu'à, avant de rencontrer Julien, 72, du coup, je crois qu'on disait tout à l'heure. Ouais, Au final, j'ai 71, pris que j'avais 4 vu. kilos. 3-4 kilos en 2 ans et demi, 3 ans de musculation. Et voilà. Donc, c'est vrai que quand on voit l'évolution en 6 mois et que j'en ai pris 5, il y a quand même une sacrée différence, quoi.
Putain, c'est clair. Ah oui, là sur le coup, dit comme ça. Ok, ça marche. Ok, Pierre vient de passer au niveau intermédiaire, je rectifie. Ça marche. Ok, merci Pierre, c'était un plaisir. C'était un plaisir également. Merci de m'avoir invité. Ouais, ça marche. On se reverra Pierre sans doute sur Plaisir et Diète. Une prochaine fois, on a une petite idée en tête. J'espère bien, j'espère bien. Allez, ça marche. Merci beaucoup Pierre. Ciao, ciao. Merci à toi. Et voilà les athlètes, c'était le podcast sur la surcharge progressive, sur l'augmentation des performances. Le pilier vraiment qui est oublié. Et c'est bien dommage parce qu'il apporte tellement, c'est tellement important de ne pas oublier ça. On se focalise beaucoup trop aujourd'hui sur des notions qui n'ont pas d'intérêt, le tempo des exécutions, les telles techniques de set, de drop set et compagnie. Les gens se focalisent sur des choses qui n'apportent, déjà scientifiquement c'est pas forcément ouf, mais qui n'apportent pas autant que cette base de surcharge progressive. La surcharge progressive, si vous avez commencé à travailler en force, musculation ou quoi, c'est ce qui vous a amené là où vous êtes. C'est ce qui vous a amené là où vous êtes parce que vous êtes devenu meilleur sur un mouvement. Rappelez-vous quand vous avez commencé peut-être à travailler tel mouvement, vous poussiez peut-être tant de kilos. Et puis à chaque fois vous avez un petit peu augmenté parce que vous vous êtes dit ah tiens je suis plus fort, je vais tenter ça, etc. Et là vous êtes devenu meilleur. Vous avez augmenté vos capacités, vous avez augmenté votre niveau physique, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme Pierre, vous vous êtes mis à stagner parce que vous avez oublié ce concept-là. Je vous invite à liker le podcast, à le commenter, à le faire vivre si ça vous a plu. Comme d'habitude, c'est l'engagement qui fait continuer ce podcast. On n'est pas très nombreux. Donc moi, je le fais vraiment pour les passionnés et les personnes qui aiment, comme moi, et discuter de tout ça. Si ça vous a fait plaisir, je vous invite à me le faire savoir. Et si vous voulez aller plus loin, si ces notions-là de surcharge progressive et de programmation vous intéressent, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je pense que j'ai parlé avec un énorme sourire sur toute la discussion. Peut-être que vous ne l'avez pas vu si vous êtes directement en écoute sur le podcast, mais j'étais très heureux de parler de ce sujet parce que c'est vraiment mon dada, c'est vraiment le domaine que je kiffe. Et en l'occurrence, l'an dernier, on avait créé un journal d'entraînement avec Misfit Tidings, donc c'est l'équipe de coaching avec laquelle je travaille. On a créé un guide journal d'entraînement, donc un journal justement où vous pouvez prendre des notes, qui est interactif, qui dure 8 semaines, qui fait 140 pages, donc il y a énormément d'infos extrêmement intéressantes à l'intérieur, et il est gratuit. Il est gratuit, 100% gratuit. On l'a offert l'an dernier, il est toujours dispo. Ça se passe sur le site de Misfit Tidings, donc vous allez sur nos réseaux, vous allez le trouver assez facilement. Et je mettrai un lien sur le podcast directement pour ceci. Et à l'intérieur, vous allez avoir 8 semaines d'apprentissage sur toutes les notions fondamentales qui vont vous permettre de mettre en place cette progression de votre côté. Et si jamais vous souhaitez passer par un suivi professionnel, eh bien écoutez, je serai ravi de vous accueillir. À partir du mois de février, avec MFT, donc Misfit Tidings sur raccourci MFT, on va créer un format d'entraînement, de coaching. Donc vous aurez la possibilité de prendre un coaching moins cher qu'un coaching normal, en version entraînement uniquement pour les personnes qui ne souhaitent pas être suivies au niveau nutrition, si vous ne voulez pas qu'on vous suive au niveau sommeil, stress, santé, digestion, toutes ces choses-là, ou que vous ne souhaitez pas avoir un coach avec vous toute la semaine, mais seulement quelqu'un qui vous programme vos entraînements. On a décidé de créer ce format-là où on vous programme vos entraînements pour vous, on s'occupe de la programmation comme j'ai pu le faire pour Pierre, pas des autres éléments du coup forcément, pour que ça soit moins cher et plus accessible pour les personnes qui souhaitent seulement qu'on se concentre sur ces éléments-là chez eux. Du coup, restez attentifs parce qu'on mettra ça en place à partir du mois de février. Pour l'instant, c'est pas encore en place, mais du coup, je vous ai teasé. Si vous voulez vous mettre une petite note, il n'y aura pas beaucoup de place parce qu'on est déjà très complet en coaching normal. Donc, on prendra seulement les plus passionnés d'entre vous pour faire partie de cette aventure. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Je vous souhaite de passer une bonne journée. C'était Julien.